Bonjour, nous commencerons le cours de cette 10e année sciences par l'unité 1 qui concerne les réactions chimiques. Mais avant de commencer le cours ou les contenus d'apprentissage de 10e année, on va d'abord réviser ce que vous avez appris en 9e année. Donc, pour la révision, on va voir l'atome, c'est quoi l'atome, et on va aussi comment représenter l'atome selon le diagramme de Bohr-Rutherford, dont deux scientifiques qui ont mis au point un modèle atomique et qui porte leur nom. Alors, on sait que l'atome est le plus petit, ou bien la plus petite particule d'un élément qui a les mêmes propriétés que cet élément. L'atome est composé de trois principaux types de particules subatomiques que vous connaissez déjà. Vous avez les protons, les neutrons qui forment le noyau, donc on retrouve les protons et les neutrons dans le noyau, et bien sûr les électrons qui se déplacent autour du noyau dans des régions bien précises. Alors, vous savez aussi que les protons sont positifs, les électrons sont négatifs, alors que les neutrons, comme le nom l'indique, sont neutres. Les protons et les électrons se trouvent dans le noyau. Les protons et les neutrons se trouvent dans le noyau. Il y a une erreur ici, faites attention. C'est les protons et les neutrons qui se trouvent dans le noyau, alors que les électrons sont autour du noyau. Ça, vous l'avez appris, l'année passée. Donc, on va voir comment représenter justement l'atome en utilisant les électrons, les neutrons et les protons. Voyons donc comment représenter un atome maintenant. Alors, pour représenter un atome, on utilise ce qu'on appelle la notation atomique. Donc, elle comprend le numéro atomique. Alors, je rappelle, le numéro atomique, comme vous le voyez ici, c'est le nombre de protons. Et on utilise aussi le nombre de masse. Et le nombre de masse représente le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, le nombre de masse représente la somme des protons et des neutrons. Ici, vous voyez le numéro atomique. Et comme ici, par exemple, l'aluminium, ça c'est le symbole de l'atome. Ici, dans ce cas-là, c'est l'aluminium, c'est 13. Et le nombre de masse, c'est 27. Et comme toujours, le nombre de masse est toujours supérieur au numéro atomique ou bien nombre de protons. Le numéro atomique ne change jamais pour un atome. On ne trouvera jamais un atome identique qui a deux numéros atomiques différents. Donc l'aluminium ne peut avoir que 13 protons. Il ne peut pas avoir ni plus ni moins. Par contre, le nombre de masse, il va changer. Et vous en avez parlé l'année passée parce qu'on parle des isotopes où le nombre de neutrons n'est plus le même entre les atomes. Donc, dans ce cas-là, on parle d'isotopes. Pour trouver le nombre de neutrons, on fait la différence entre le nombre de protons et le nombre de masse. Alors, le nombre de masse, c'est 27 moins 13. Ça va nous vous donner le nombre de neutrons. Maintenant, on peut représenter selon le modèle de Bohr-Rutherford l'atome. Donc, un modèle, c'est une représentation pour mieux comprendre un concept. Dans ce cas-là, on va utiliser le modèle de Bohr-Rutherford pour représenter l'atome. Alors, par rappel, donc, vous avez un modèle qui est formé des électrons autour du noyau. Vous avez des électrons autour du noyau sous forme orbitale. Vous avez ici des orbites. Alors, vous avez au milieu, ici en vert, vous avez le noyau qui contient les protons et les neutrons. Alors, pour représenter un atome, disons, je vais représenter l'aluminium. Alors, pour représenter l'aluminium, vous avez à utiliser le modèle de Bohr-Rutherford. La première couche doit contenir obligatoirement toujours et toujours deux électrons, pas plus et pas moins. Donc, c'est l'aluminium, on va prendre deux. On va les mettre ici. Deux électrons. Ensuite, on remplit les couches, sachant que la prochaine couche ne peut pas dépasser les 8 électrons. Le maximum qu'une couche peut prendre, c'est 8 électrons. Donc, on va remplir jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre d'électrons ou le nombre de protons qu'on a ici. Parce que l'atome est neutre, donc le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Alors, là, on a 2, il reste combien? Il reste 11. Alors, donc, je vais remplir 2. 2, 2, 2. Ça va faire donc au total 10. Il reste combien? Il reste 3. Alors on va remplir les 3 qui restent. Et voilà le modèle de Bohr-Rutherford de l'aluminium. Faisons maintenant un rappel très rapide du tableau périodique. Alors, on vous avait vu déjà l'année passée que le tableau périodique représente les éléments chimiques que les scientifiques ont découverts. Alors, pour le tableau périodique, les éléments sont classés selon le numéro atomique.
Alors, les groupes, on retrouve des groupes ou bien les familles dans un tableau périodique. C'est quoi le groupe ou bien la famille? Les groupes ou la famille représentent les éléments des colonnes du tableau périodique. Ces éléments ont presque les mêmes propriétés chimiques. C'est pour ça qu'on les appelle les familles. Ils réagissent de la même façon. Alors, par exemple, le groupe 1, donc colonne 1, tous les éléments 1 ont un électron à la dernière couche. Par exemple, l'hydrogène, le sodium, lithium ont tous un électron à la dernière couche, s'ils se retrouvent dans la colonne 1. Pour les rangées ou bien les périodes, tous les éléments de la même période ont le même nombre de couches. Donc si vous avez la ligne 2, tous les éléments de la ligne 2 ont 2 couches. La ligne 3, 3 couches. À chaque fois, ça j'ajoute une couche. La ligne 4, 4 couches. 5 couches, ainsi de suite. Donc tous les éléments de la période ont 2 couches. Dans le cours de 10e année, on va utiliser surtout le diagramme de Lewis. Au lieu d'utiliser le modèle de Bohr-Rutherford qui est plus lent, plus complexe, on va utiliser seulement le symbole de l'atome et les électrons de valence. Pourquoi? Parce que c'est les électrons qui font la réaction. C'est les électrons, grâce à ces électrons, que l'atome réagit. Donc ce qui nous importe, c'est les électrons qui réagissent. C'est pour ça qu'on va représenter seulement les électrons de la dernière couche. Le fluide qui est dans le groupe 7, comme on l'a dit tout à l'heure, donc dans la famille 7, ça veut dire qu'il a 7 électrons à la dernière couche. Donc on va prendre le symbole, comme vous voyez ici. Alors le symbole, le fluor, et on met les 7 électrons à de la dernière couche. Donc on voit que les 7 électrons de valence. Le sodium, c'est la même chose. Il est dans le groupe 1, comme on l'a dit, c'est la famille 1, donc il a un électron à la dernière couche. On va prendre le symbole sodium et on met un électron à la dernière couche. Donc c'est extrêmement important d'utiliser le diagramme de Lewis et bien sûr, avant ça, il faut bien le comprendre. Pour les ions, alors là, vous voyez les ions, je vais vous mettre ce PowerPoint dans la vidéo, vous allez la regarder et vous allez comprendre encore mieux. Alors, l'ion, c'est quoi? Un ion, c'est un atome qui est chargé. C'est un atome qui a perdu ou bien gagné des électrons. On sait que les atomes du tableau périodique sont neutres, donc ils ont autant de protons que d'électrons. Par contre, un ion, il a perdu des électrons ou bien il a gagné des électrons. Prenons par exemple cet exemple. Alors, vous voyez, si le sodium réagit avec le fluor, qu'est-ce qui va se passer? Chaque atome va essayer d'avoir 8 électrons à la dernière couche. Donc, il va avoir ce qu'on appelle un octet stable, 8 électrons pour être stable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le sodium va perdre son électron. Donc, la couche avant celle-là qui est là, cette couche, qui a 8 électrons, cette couche, va tout simplement, il va perdre son électron, il va se retrouver avec 8 électrons. Par contre, le fluor va gagner un électron, il a 7 électrons, il va capter l'électron qui est perdu par le sodium, et le fluor va avoir 8, il va avoir son octet stable. Alors donc, le sodium va tout simplement perdre son électron, et le fluor capter son électron, et vous voyez, il va tout simplement avoir 8 électrons. Et dans ce cas, le fluor a un octet stable. Alors, si le fluor a un octet stable, ça veut dire que le fluor peut réagir avec le sodium. Alors, le sodium a perdu son électron, ça veut dire que le sodium a une charge qui est positive. S'il a perdu un électron, ça veut dire que les plus sont plus grands d'une unité. Alors, donc, il y avait autant de sodium, d'électrons que de protons. Et maintenant, il y a plus de protons que d'électrons parce qu'il a perdu un électron. Donc, on voit une perte. Par contre, le fluor, c'est le contraire, il va gagner. Donc, il y avait 7 électrons et 7 protons. Cette fois, il gagne un électron, il va avoir 8 électrons. Donc, on va écrire F moins. Donc, F moins, ça veut dire que le fluor a gagné un électron. Voyons maintenant les composés ioniques et moléculaires. On va commencer par les composés ioniques binaires. Alors, un composé ionique binaire, c'est un composé qui contient au moins 2 types d'atomes. Pas 2 atomes, mais 2 types d'atomes. Ça veut dire que 2 atomes qui sont différents. Alors, par exemple, on a NaCl, on a un atome de sodium et du chlore. Ça, c'est un composé binaire, comme vous le voyez ici. Alors, on a du sodium avec du chlore qui va réagir. Il va donner du sel de table que vous utilisez, que vous consommez. Alors, il y a peut-être aussi un autre sel comme le magnésium et le chlore. Cette fois, c'est MgCl2. Il y en a un 2 dans le chlore, mais ça ne nous intéresse pas, ça nous dérange pas parce que tout simplement, on dit qu'un composé binaire doit avoir 2 types d'atomes. Dans ce cas, c'est du magnésium et du chlore, donc même si on a 2 chlores. Donc, il faut que 2 types d'atomes. Si on a par exemple juste Cl2, Cl2, ce n'est pas un composé
ionique binaire. Il faut qu'il y ait, comme j'ai dit, deux types d'atomes différents. Alors ici, on a l'atome sodium et du chlore, comme on l'a vu tout à l'heure avec le fluor et le sodium. Donc le sodium a un électron à la dernière couche, le chlore on a 7, on voit ici en jaune. Donc le sodium va donner son électron, ce qui va donner, le sodium va perdre un électron, donc plus 1, et le chlore va gagner 1, c'est moins 1. Ça donne un cation, ou bien un ion plus, et un ion négatif. Un ion plus, comme Na+, c'est un cation, et le chlore qui est négatif, c'est un ion négatif, donc c'est un anion. Alors voilà comment on peut représenter le sel. C'est un transfert d'électrons, on utilise la flèche quand il y a un composé ionique. Toujours utiliser la flèche pour montrer le transfert d'électrons entre le métal et le non-métal, parce qu'un composé ionique est formé généralement d'un cation et d'un anion, donc généralement d'un métal et d'un non-métal. Alors on va finir la révision par les composés moléculaires. Contrairement aux composés ioniques qui sont formés d'un cation et d'un anion, ou bien d'un métal et d'un non-métal, un composé moléculaire est formé d'au moins de deux non-métaux. Alors un composé moléculaire est formé quand il y a un partage d'électrons, contrairement aux composés ioniques qui transfèrent des électrons. Donc on utilise une flèche. Ici, les électrons sont partagés, ça n'appartient à aucun des deux atomes. Donc ça forme ce qu'on appelle une liaison covalente ou bien une liaison moléculaire. L'autre, ça veut dire le composé ionique, ça forme ce qu'on appelle une liaison ionique. Alors prenons l'exemple que vous voyez ici, vous avez deux atomes de chlore. Donc vous avez un atome de chlore ici, vous avez un autre atome de chlore à gauche. Alors ici, le chlore se trouve dans le groupe 7, donc vous avez 7 électrons à la dernière couche, que vous voyez ici en jaune, on appelle les électrons de valence. L'autre atome aussi va contenir 7 électrons, que vous voyez ici en brun ou bien en orange. Alors, chaque atome, comme je l'ai dit déjà, cherche à avoir 8 électrons. Pour avoir 8 électrons, donc l'atome va essayer de partager autant d'électrons pour avoir les 8. Alors, vous voyez, ici, on a 7 en jaune. Donc, un électron, on va prendre un des 7, on va le mettre au milieu. On va prendre aussi un des 7, on va le mettre au milieu, ce qui va donner à chaque atome 8 électrons. On va les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et la même chose ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui fait que chaque atome a eu ses 8 électrons. Donc chaque atome va partager pour avoir 8 électrons. Donc il va partager ce qui lui manque. Alors si lui manque, il avait 7, il lui manque 1. Donc il va partager 1 avec un autre qui va venir de l'autre atome. Prenons par exemple l'eau. Alors l'eau, c'est le même principe. Alors ici, vous avez l'oxygène. L'eau, c'est H2O. Donc vous avez O. Ici, oui, c'est ça. Vous avez l'oxygène. Ici, vous avez 2 hydrogènes. À la dernière couche de l'oxygène, vous avez 6 électrons. Comme vous voyez ici en orange, ici. Donc vous avez 6 électrons. L'hydrogène a un électron à la dernière touche. Il est dans le groupe 1. Donc, il va partager combien? Il va partager un seul parce que la première couche, selon le Bohr-Rutherford, contient 2 électrons. Donc, l'hydrogène, avec 2 électrons, il est satisfait. Par contre, l'oxygène, il en a 6. Il doit partager 2, ce qui peut avoir 8. Comme il a 6, il lui reste 2 pour avoir 8. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va prendre un de chaque. Donc, il avait 6. On va prendre un des 6. On va le mettre près de l'hydrogène. On va prendre celui de l'hydrogène que vous voyez ici en jaune. On va prendre la même chose, un autre des 6 de l'oxygène. Et on va prendre celui de l'hydrogène. On va le mettre ensemble. Donc, c'est un partage. Un électron qui vient de l'oxygène, un électron qui vient de l'hydrogène. La même chose ici. Ce qui donne donc 8 pour l'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous avez 2 et 2 qui sont l'exception pour l'hydrogène parce que la première couche, si elle contient 2, l'atome est satisfait. Comme vous voyez ici, selon cette représentation. On peut aussi utiliser directement le diagramme de Lewis.